2h du matin. 2h du matin. Les jumeaux appellent. Je me lève, je vais les voir, je leur fais un petit bisou, je les rassure. 2e réveil, je me lève. Je leur dis que j'ai besoin de dormir et qu'eux aussi doivent dormir. 3e réveil, je me lève, je leur crie dessus, je balance la porte. 4e réveil, vous feriez quoi ? Ça fait des mois que ça dure. Moi, j'ai perdu le contrôle. L'épuisement parental produit des dégâts sur le couple, la famille, les enfants et le parent qui le vit. Je fais partie des mères qui ont pensé que le seul salut, pour elles comme pour les enfants, était peut-être de partir. L'Université de Louvain conduit une étude sur le sujet depuis 2018. En Belgique, premier pays étudié, il est avéré que 8% des parents sont en burn-out et 6% sont borderline. L'épuisement parental est une succession de micro-échecs qui, répétés dans le temps, viennent atteindre les ressources de la personne à faire face. Il prend racine dans le manque de sommeil, le manque de reconnaissance et l'isolement. J'ai raconté dans un témoignage comment une femme en désir d'enfant peut devenir une mère qui n'en peut plus, qui n'en veut plus et qui peut même maltraiter ses enfants malgré tout l'amour qu'elle a en elle. Après la parution de ce livre, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Il y a cette policière me racontant qu'elle avait imaginé braquer une banque avec une arme factice pour être mise en prison. Elle y voyait le moyen de dormir, d'être extraite de ce quotidien et que surtout, des gens fassent tout pour elle, y compris lui ouvrir la porte. Je me souviens combien j'étais vidée, fatiguée, épuisée, mais juste branchée en mode automatique. L'isolement, c'est être au milieu d'un parc avec des gens tout autour à essayer de rassembler son petit monde. L'isolement, il est physique et psychique. L'isolement, c'est être chez soi, seul, à hurler à ses enfants « Arrêtez vos bêtises !» et que jamais un voisin ne vienne sonner et s'inquiéter. L'isolement, c'est raconter à une amie à quel point on se sent mal et qu'elle réponde « Vous êtes tous en bonne santé, ça va passer. » Alors non, ça ne passe pas. Quand j'ai réalisé que mes enfants se construisaient sur mon exaspération permanente et que de toute manière le changement ne pourrait pas venir d'eux, alors j'ai décidé de me faire aider. J'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait. Je me suis d'abord rendue dans un centre médico-psychopédagogique où une psychologue nous a reçus, ma fille et moi. J'ai pleuré. J'ai vidé mon sac. Ça, c'est la première étape. Parler permet de remettre en route sa machine à penser. J'ai également fait des recherches sur Internet et j'ai découvert que des professionnels de la santé nommaient ce dont je souffrais. Ils parlaient d'épuisement maternel. Mettre des mots sur ce que je ressentais m'a soulagée. Je me suis sentie moins seule, moins mauvaise mère. Et puis je découvre également tardivement qu'il existe des lieux d'accueil enfants-parents où nous pouvons venir, mes enfants et moi, pour un temps de jeu. Mes enfants y ont un comportement tout à fait adapté et moi à ce moment-là j'ai vraiment l'impression de faire ce qu'il faut pour eux. Ça, c'est la deuxième étape.
sortir de chez soi pour rompre l'isolement avec les enfants. La troisième étape, j'abandonne la perfection. Je choisis mes combats et éducatifs et ménagers. Alors par exemple, j'expérimente la semaine, va demander à ton père. En 2 jours, mes enfants ont arrêté de m'appeler pour tout et rien. Je lave le linge, à condition que les poches soient vides. Et puis surtout, je demande à mes 4 enfants de participer. Parce que nous sommes une famille. Petit à petit, je récupère et je peux enfin penser à moi. La 4e étape, c'est de reprendre la main sur ma vie. Alors, je pars de mes besoins. Par exemple, les trajets entre le domicile et l'école sont particulièrement difficiles. Je cherche donc ce qui, techniquement, pourrait améliorer les choses. Il doit bien exister une alternative à la voiture. Je découvre alors qu'il existe des triporteurs, qui sont des vélos fabuleux, qui permettent de transporter dans une malle à l'avant entre les 2 roues d'un vélo plusieurs enfants. J'en achète un, c'est écolo, économique et sportif. Puis, je quitte mon poste d'éducatrice spécialisée auprès d'enfants déficients intellectuels et après un bilan de compétences, je me lance dans 3 projets qui vont se nourrir les uns les autres. Je crée la société Tribulescence, qui est une société de vente et de location de triporteurs. Je monte l'association L'Île aux familles, une association de soutien à la parentalité, et j'écris mon témoignage. Alors, la société achète un parc de vélos spéciaux, l'association Les loups aux familles, et depuis, beaucoup de familles se sont prises d'engouement pour ces vélos. On en voit un petit peu partout. Dans mon esprit, pour qu'une famille aille bien, il lui faut différentes choses. D'abord, il lui faut des temps de qualité. Voilà, que les gens puissent se retrouver ensemble, se faire des beaux souvenirs. D'où la location de vélos familiaux qui permettent de rassembler lors d'une même activité tous les membres de la famille. Il faut également que les parents puissent se retrouver entre eux pour échanger, rompre leur isolement, tout en procurant un temps de jeu et de socialisation à leurs tout-petits. Nous ouvrons donc un lieu d'accueil enfants-parents, le Phare de l'Îlot, avec l'association. Et puis, nous proposons également des conférences, des groupes de parole, parce que parfois, il est nécessaire de comprendre comment nos enfants fonctionnent et de découvrir aussi de nouvelles méthodes éducatives. En 10 ans, ce sont des milliers de familles qui sont passées par l'un ou l'autre de ces services, pour une heure de détente parfois, ou pour des rencontres beaucoup plus régulières. L'année de la création de l'association est aussi l'année où je témoigne pour la première fois lors d'une conférence organisée par l'association de jumeaux de mon département. Lors de cette conférence, Sophie Marinopoulos, qui est psychologue et éditrice, y intervient également. Elle me propose dans la foulée d'éditer mon témoignage. Le livre sort 1 an et demi après. Alors, nous nous retrouvons vraiment toutes les deux sur l'idée que ça va faire prévention et puis surtout que ça va pouvoir soutenir les familles qui sont en plein épuisement. Après cette sortie, j'ai reçu de très très nombreux messages. Alors, des messages de remerciements, des messages d'appel au secours, des messages d'incompréhension aussi parfois, et beaucoup de témoignages. Les pères et les mères me racontent à quel point il est difficile pour eux de tout gérer, combien c'est ingrat de ne pas avoir de reconnaissance. Et les femmes, principalement, me disent à quel point elles se sentent seules et transparentes. Une jeune femme de 26 ans me disait à quel point elle se sentait épuisée avec 2 enfants et un mari très peu investi dans la sphère familiale. En plus de son travail, elle gère tout à la maison, elle prépare les vêtements de son mari le matin, elle lui coupe les ongles. Mais comment peut-il prendre sa place de père s'il n'a pas sa place d'homme ? Les pères, eux, racontent combien c'est difficile pour eux de faire des choix concernant la vie des enfants. Alors, ni le choix du médecin,
ni celui de la coupe de cheveux, et que surtout, leur femme leur dit quoi faire, quand le faire et comment le faire. Ça, c'est vraiment toute l'ambivalence de certaines d'entre nous qui croulons sous la charge mentale, mais qui ne supportons pas d'avoir de l'aide parce que cela pourrait venir remettre en question nos compétences maternelles. Il ne s'agit pas d'aide. Il s'agit juste de laisser l'autre prendre sa place. J'ai rencontré 3 hommes m'ayant dit qu'ils avaient quitté leur travail pour prendre pleinement leur place au sein du foyer et lui éviter ainsi le naufrage. Parfois, c'est nécessaire. Alors, messieurs, prenez votre place. Vous êtes juste, mais indispensables. Aujourd'hui, quand une femme de 60 ans ou 70 ans vient me dire à quel point elle est triste d'avoir si peu de contact avec ses enfants, alors qu'elle leur a tout donné, eh bien, je me dis que tout donner, c'est sans doute trop. Nos enfants ont besoin de manquer pour se soucier des besoins d'autrui. L'empathie, ça s'apprend. Le phénomène de l'épuisement maternel, de l'épuisement parental, a pris des proportions inquiétantes et les injonctions sociales ne sont vraiment pas là pour aider les choses. Une mère me disait « Quoi que je fasse, je me sens critiquée et jugée. Quand je sors du travail à 18h, on me prend pour une professionnelle peu investie. Et quand j'arrive à la crèche, à 18h15 ou 18h30, on me fait comprendre que la journée a été vraiment longue pour mon enfant. » Alors je prends l'exemple des mères, parce que selon une étude gouvernementale de 2016, il apparaît que ce sont elles, à 40%, qui font l'ensemble des trajets entre le domicile et l'école ou la crèche, contre 6% pour les hommes, le reste étant partagé à part plus ou moins égale entre les deux. Pour essayer de porter un autre regard sur ces parents, je vous propose d'imaginer une scène. Vous êtes dans la rue et il y a une mère là, criant sur son gamin, tout petit. Elle lui dit « J'en peux plus, tu me bouffes la vie, j'étais mieux avant ta naissance. » Vous pensez quoi? Et vous faites quoi? Alors peut-être rien, tellement vous êtes tétanisé, ou alors vous passez vite, genre j'ai rien vu. Vous lâchez juste un « c'est honteux » éventuellement. Ou alors vous allez carrément la voir et vous lui dites ce que vous en pensez. Dans cette situation, ce qui se passe, c'est que vous vous identifiez à l'enfant, qui est des deux le plus vulnérable. Et ça, c'est complètement normal. Maintenant, je vous propose de vous identifier à la mère. Elle souffre, elle est en colère et elle dérape. Avec mon vécu, aujourd'hui, je voudrais savoir qui prend soin d'elle. Je voudrais comprendre d'où vient cette colère qui l'étouffe et qui est reportée sur l'enfant qui, lui, n'y est pour rien. J'ai envie de trouver ce qui fait son carburant pour faire remonter sa pulsion de vie. Alors je vais la voir. Je lui souris. Je lui dis que je ressens que ce qu'elle vit est extrêmement difficile. Et je lui propose d'en échanger. Et puis je dis à l'enfant, tu sais, parfois, les parents ils sont tellement fatigués qu'ils se mettent en colère et que ça peut faire très peur. Mais qu'il y a des gens qui peuvent aider ta maman à aller mieux. Bon.
Peut-être qu'en fait, elle m'enverra juste promener. Hein. Mais j'espère qu'elle aura entendu qu'elle n'est ni transparente et surtout qu'elle compte. Personnellement, je me sens concernée par ce qui se passe à côté de chez moi. Et ça n'est pas juste une question d'altruisme. Je suis vraiment préoccupée par le type d'adulte auquel nous aurons tous affaire demain. J'ai en tête que nous formons un tout et que ce que je dis ou ne dis pas, ce que je fais ou ne fais pas, a des conséquences. Selon la place que nous occupons dans la société, nous pouvons agir, nous pouvons nous sentir concernés par le mal-être de ses parents. Concrètement, au travail, peut-être pouvons-nous organiser les réunions en respect des obligations familiales et parentales. Et puis alors, le séminaire à l'autre bout de la France, le jour de la rentrée des classes, c'est non. Vous entendez crier dans l'appartement d'à côté ? Allez-y, on y va, on sonne, on propose un café. Et puis, avec nos enfants, eh bien, nous pouvons leur demander de participer, de prendre un tour de service. N'organisons pas tout non plus. Laissons du vide pour qu'ils puissent prendre leur place. Avec nos familles, nos amis, arrêtons de juger, de critiquer. Au contraire, nous pouvons valoriser ce que nous voyons de positif, notamment pour le parent qui se sent en échec avec son enfant. Et pour nous-mêmes, eh bien, il est tout à fait acceptable de ne pas se montrer comme un super-héros ou une Wonder Woman. Parce que nos enfants ont besoin de modèles identificatoires atteignables. Cela participe à lutter contre le phénomène de l'épuisement parental. Au fil du temps, j'ai réalisé que mon expérience avait été utile, malgré mes nombreux dérapages. Il y a ces mères me disant qu'elles ont sur leur table de nuit mon livre parce que l'identification forte à un témoignage les soutient au quotidien. Quelques-unes m'ont dit « Vous m'avez sauvé la vie ». Waouh! Alors, je ne savais pas, vraiment, que m'ouvrir de ma vulnérabilité à l'autre pouvait lui sauver la vie. Si nous pouvons, là, nous accorder à dire que la famille est le premier lieu de construction des relations sociales, alors nous pouvons solidairement soutenir les parents qui font grandir la génération en devenir. Nous avons notre place en tant que père, mère, frère, sœur, collègue, ami, voisin, vraiment pour soutenir ses parents. Il s'agit pour chacun de nous de faire sa part, toute sa part, mais que sa part. Je vous remercie.